Bonjour à tous. Euh, alors, comme l'a très bien dit Valère, nous sommes un opérateur privé. Enfin, on va se présenter un peu plus tard dans la présentation. Bon, on espère vraiment que ça va vous intéresser. C'est l'objectif. Donc, c'est un exemple d'une concession de service public qui a été faite par une collectivité, la ville de Sedan. Il y a d'ailleurs un représentant parmi vous. Aujourd'hui, pour un équipement culturel, hein, vous savez, c'est le terme consacré, qui est un site patrimonial, et plus concrètement, qui est ce château que vous voyez ici, qui est un château fort qui date du 15e siècle, dont la construction a commencé au 15e siècle et qui va jusqu'au siècle dernier, qui est un des plus gros châteaux forts d'Europe d'ailleurs, qui est au cœur d'un système de bastionnement et de fortification assez important, qui avait déjà entamé une conversion touristique depuis 20 ans et qui était un peu un tournant de son développement. Et donc, ils ont fait appel ils nous ont choisi, nous, opérateurs culturels spécialisés dans la gestion de monuments historiques, pour entamer un nouveau cycle. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Melaine, qui est à ma gauche, qui est le directeur du Château Fort de Sedan. Bonjour à tous. Et moi, je suis Ronan Depin, je suis le directeur d'Alfran, donc qui est la société en question. On va vous présenter le contexte, le site, le territoire. Valère expliquait qu'il y avait un lien assez fort entre les deux. Puis parmi vous, je crois qu'il y a des gens vous travaillez surtout pour des territoires à l'intérieur desquels il y a des sites et il y a toujours une pensée, j'imagine, à faire avec un zoom à faire entre le territoire et puis ses composantes, et savoir quand est-ce qu'il faut penser global et quand est-ce qu'il faut penser sur un site, un équipement en particulier. Donc on va vous présenter un peu le contexte. On va se présenter nous ensuite pour que vous voyez un peu davantage ce que c'est que ce métier, qui nous sommes, nous, opérateurs privés de gestion de sites culturels. Comment on a répondu à l'appel d'offres, à cet appel d'offres de concession de service public. Melaine ensuite prendra la parole pour expliquer la mise en œuvre de notre travail depuis ces 4 dernières années. On a été choisi il y a 4 ans, c'est une concession de service public de 8 ans, donc on est à mi-mandat. Ça se passe très bien, donc désolé d'avance, j'espère qu'on va pas fanfaronner, mais on a eu des bons résultats. Mais il y a plein de raisons qui font que c'est un site super. Et alors je dis ça tout de suite en préambule aussi, dans le sens où on a conscience qu'on vous présente un site qui avait un potentiel assez important touristique, qui n'est peut-être sans doute pas le cas de beaucoup des patrimoines et des équipements dont vous avez la charge. La raison, c'est justement, généralement, quand on est au chevet d'un patrimoine, c'est que c'est pas sa valorisation ou son exploitation, pour ne pas parler de sa rentabilité, c'est justement parce que souvent elle n'est pas évidente. Donc là, on a conscience qu'on vous présente un exemple plutôt très positif. Maintenant, il n'empêche qu'on a quand même réussi à développer beaucoup de choses, des choses qui peuvent être développées et appliquées dans des sites plus modestes. Voilà, donc on a conscience de ça. On espère que ça va vous intéresser quand même. Et la partie la plus intéressante, on pense, ce sera les enseignements et de ce contrat en particulier, de Sedan. Surtout aussi de la façon dont on a travaillé avec la ville. Ça, on va vraiment en parler parce que c'est hyper intéressant, de la façon dont on a travaillé avec eux et à partir d'un contrat. On parlera vraiment du contrat d'une concession de service public qui est un outil très intéressant, très cadré. Et à l'intérieur du contrat, comment on travaille au jour le jour avec eux. Et vous êtes dans les collectivités pour la plupart. Il y a cette, je ne vais pas dire défiance, mais peut-être cette appréhension dans la collaboration qui peut exister ou qui justement pourrait être ne pas exister parce qu'on n'aurait pas les mêmes logiques. Et en fait, ça se passe. Nous, on travaille essentiellement avec des collectivités et ça se passe pour la plupart du temps très bien. Et à Sedan en particulier, très très bien, même s'il y a plein de problèmes de communication, d'efficience, de canaux de communication déficients, mais au final, on trouve qu'on réussit aussi à mettre beaucoup de bon sens, alors qu'on a toujours tendance à croire que les collectivités, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, quand justement, en nous sous-traitant une partie opérationnelle, on se rend compte qu'il y a une symbiose, il y a une efficacité dans ce modèle de la concession de service public, de la délégation de service public, qu'on trouve en tout cas particulièrement efficace à Sedan. Et puis j'évoquerai aussi des enseignements de façon plus générale parce qu'on
On gère d'autres sites et on travaille pour beaucoup de territoires et de sites patrimoniaux et culturels en France. Et donc, il y a vraiment des choses qu'on voudrait vous dire et qu'on pense être intéressantes pour vous à savoir. Et puis, on gardera un temps d'échange à la fin pour vos questions. Donc, j'attaque, après cette longue introduction, quelques images de ce château fort dont la promesse était, avant qu'on en prenne la gestion, que c'était le plus grand château fort d'Europe. Alors, vous savez, le marketing, on fait dire un peu ce qu'on veut aux choses. C'est effectivement peut-être le plus grand en termes de mètres carrés de surface au sol, mais il y a beaucoup de pleins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fortifications, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'espace intérieur. C'est pas le plus grand château fort d'Europe en surface utile, mais c'est le plus grand château fort d'Europe dans son emprise au sol. C'est le symbole de la ville de Sedan et de ses heures les plus riches. Ça, on trouvait ça assez intéressant parce qu'il y a aussi toujours des problématiques politiques, sociales, enfin sociopolitiques dans la valorisation d'un site patrimonial. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Sedan n'a pas une image extrêmement positive pour un Français moyen, on va dire, puisque c'est une ville qui est associée à la défaite, enfin à plusieurs défaites, 1870, et les défaites de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'était l'endroit par lequel passaient les Allemands quand ils envahissaient la France. Donc, et puis c'est dans un territoire, les Ardennes, qui a souffert, comme pas mal de régions du Nord, ou de traditions industrielles de la désindustrialisation, justement. Et en fait, Sedan, c'est une ville avec un patrimoine très riche. En témoignent des hôtels particuliers du XVIIe, XVIIIe, même Renaissance, très nombreux dans son centre-ville. Et en témoigne ce château fort qui était le siège d'une principauté indépendante pendant un siècle, au XVIe siècle, qu'on appelait la Petite Genève, libérale, extrêmement florissante, avec des industries textiles, drapières, avec l'accueil d'une académie qui était connue dans l'Europe entière. Et c'est aussi notre travail à nous, mais je pense à nous tous, en fait, aussi, alors pas de cacher les choses les moins intéressantes ou les moins valorisantes, mais de valoriser pour le territoire et pour ses populations des choses qui mériteraient d'être valorisées. Enfin, il y a un château extraordinaire qui raconte une histoire et des choses extrêmement positives pour ce territoire qui n'étaient absolument pas valorisées, en tout cas que les gens ne connaissaient pas, que le grand public ne connaissait pas. C'est un site assez intéressant parce que c'est aussi, d'un point de vue architectural, un exemple d'évolution de l'architecture défensive sur 3 siècles. Alors, on est à Chaillot, c'est des gens, on est vraiment dans l'endroit où on a les sachants, mais on pourrait accueillir, pourquoi pas, des élèves de Chaillot, ça serait assez rigolo. Sur ce sujet de l'architecture défensive, il a été construit au début du Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge. Il a traversé toute l'époque moderne avec l'évolution, vous savez, des techniques de siège, donc avec notamment l'apparition de l'artillerie. Et donc c'est un château qui n'a pas arrêté de cesser d'être bastionné, renforcé, chemisé, avec des bastions, des tours rondes, puis des tours avec des angles pour permettre justement de résister aux différents types de sièges et d'attaques jusqu'au début du XXe siècle. Donc il est extrêmement intéressant de ce point de vue. Et c'est un site qui avait un potentiel touristique qui avait commencé à être exploité par la ville, qui avait fait du très bon travail en restaurant ce château après l'avoir racheté en 1960, qui avait transformé une partie de ce château en hôtel 4 étoiles, et une autre partie, celle que nous avons reprise, il y avait déjà un circuit de visite dont je vais parler juste après. Et le territoire, regardez comme c'est beau les Ardennes. C'est un territoire donc qui a cette image et cette réalité économique pas forcément très morose, mais qui est un emplacement très intéressant. On est en Europe et on est aux portes du Luxembourg, de la Belgique et pas très très loin de l'Allemagne, et qui est une vraie porte d'entrée des visiteurs du nord de l'Europe. Beaucoup de Belges, Néerlandais passent par Charleville et par Sedan pour descendre, rejoindre l'autoroute du Soleil ou descendre vers l'Espagne. Et puis c'est une destination qui est assez identifiable, les Ardennes. Ça aussi, vous savez que c'est hyper important de faire destination. Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup dans le tourisme. C'est plus facile quand votre territoire a une identité culturelle existante. Les Ardennes, je sais pas, ça serait intéressant. On n'a pas le temps de faire un sondage, mais c'est une image d'un pays assez sauvage, assez vert, qui du coup correspond à un besoin aujourd'hui de tourisme vert, d'itinérance douce. Et donc, nous, on a un site patrimonial au milieu de ce territoire de
de tourisme vert qui est en plein développement. Et donc, voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on a trouvées très intéressantes pour nous, Altfranc, quand l'appel d'offres est sorti. Le site, en 2019, je vais être beaucoup plus rapide. Donc voilà, comme je vous disais, une partie était ouverte à la visite, 10 000 m² de surface visitable quand même. Il y avait un bar salon thé, des espaces de location. C'était géré par une SEM, une société d'économie mixte, depuis plus de 20 ans. Il organisait déjà un festival médiéval qui était assez important, qui attirait 10 000 visiteurs sur 2 jours. Et c'était un site qui attirait 60 000 visiteurs par an, ce qui est loin d'être négligeable. C'est déjà un beau site touristique et qui était en déficit d'exploitation et qui réclamait, oui, une mise à niveau de ces aménagements, puisqu'on dit généralement qu'une scénographie ou une muséographie a une durée de vie entre 10 et 20 ans. Et là, ça faisait à peu près 20 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux d'aménagement dans le château. Et puis surtout, on est arrivé la commande publique et puis le contrat de la SEM s'arrêtait en 2018, en 2019, et donc la ville était tenue de lancer un appel d'offres pour la gestion du château pour les 8 années suivantes, donc de 2020 à 2028. Alors, qu'est-ce qu'avait mis la ville de Sedan dans cet appel d'offres pour une nouvelle concession de service public? Alors, concession de service public, vous avez peut-être plutôt entendu parler de délégation de service public, peut-être que vous connaissez ça par cœur, hein, je sais pas, je pense qu'il y a différents profils parmi vous. C'est la même chose, généralement on parle de concession quand la durée est un petit peu plus longue et quand on demande aux concessionnaires d'investir davantage. Donc, en fait, c'est quand on lui demande d'investir davantage et donc il y a une durée plus longue pour lui permettre d'amortir ses investissements. Mais si on caricature, parce que je ne sais pas s'il y a un critère précis qui permet de passer de délégation à concession, mais dans l'idée, c'est une délégation, on va simplement demander à quelqu'un, du coup, un délégataire d'exploiter sans investir, et un concessionnaire, on va lui demander d'investir et de s'investir un peu davantage. Et donc avec une durée plus longue pour s'y retrouver financièrement. Donc là, on est dans une concession de service public. Il y avait dans le cahier des charges des missions, dans le dossier de consultation, enfin dans le DCE, dans le règlement de consultation, mettre à niveau l'offre du site, diversifier les publics, organiser des événements, faire vivre le château, hein, ça c'est nous ce qu'on a beaucoup, hein, le patrimoine il est là pour être vivant, et bon, vous allez voir c'est le cas à Sedan. Nous on trouve très intéressant ce que voulait la ville, c'était le faire vivre avec les touristes et avec les locaux. Et communiquer au niveau national. Bon, il y avait des choses à l'intérieur de chacun de ces missions, de chacune de ces charges, aménagement scénographique, créer des offres loisirs. De plus en plus dans le culturel, on essaye de l'étoffer, de le compléter par des offres loisirs qui ne doivent surtout pas être en contradiction avec le propos culturel, avec l'esprit du lieu d'un site, mais au contraire être complémentaires pour attirer, pour proposer des modalités de découverte différentes. Voilà, puis amener une certaine forme de professionnalisation dans la mise en marché, donc que ce soit communication, commercialisation, et puis il y avait cette volonté de la ville de Sedan d'avoir un site qui dépasse un peu les frontières locales, puisque c'est un château d'une taille et d'une importance culturelle et historique de premier ordre, et donc c'était que ce château soit davantage connu au niveau national. Les objectifs explicite et implicite, parce que c'est ce qu'on a compris assez rapidement, c'était donc de développer la fréquentation. Enfin, c'est souvent aussi un peu les deux demandes quand une collectivité fait appel à un opérateur comme nous. Il y a généralement développer la fréquentation. Là, il y a une idée de montrer qu'en fait le site attire du monde et fait tourner, crée une activité localement et va faire tourner l'économie locale en faisant travailler les restaurants, l'hôtellerie et d'autres commerces et activités locales. Et donc, il y avait cette barre symbolique des 100 000 visiteurs par an que la ville avait très envie que le nouveau projet atteigne. Et bien évidemment, l'autre sujet, parce que la fréquentation, parfois, ça peut être indépendamment de l'économie, et c'était d'améliorer l'autofinancement de l'exploitation. C'est un site qui n'était pas à l'équilibre, qui était à peu près à 70%. Alors, je ne vais pas être très précis dans les chiffres pour des raisons confidentielles, mais voilà, je vous donne quand même un peu des ratios. Et donc, bien évidemment, voilà, c'était en améliorant la performance, la fréquentation du site, améliorer également, ça peut aller ensemble, c'est bien quand ça va
va ensemble, améliorer aussi sa performance économique en améliorant son autofinancement et donc en diminuant la charge financière que ça représente pour la ville. Et puis il y avait, comme ça de façon un peu implicite, le choix de challenger une décision qui avait été prise par la collectivité elle-même, de constituer une SEM 20 ans auparavant, en se disant, en fait, la SEM avait répondu, donc en fait c'était assez particulier parce qu'on était deux à répondre, la SEM qui était sortante, dans laquelle la commune était partie prenante et nous, mais oui, la commune finalement nous a choisis, en comparant dans nos réponses les avantages comparés d'un opérateur privé et d'une SEM qui travaillait là-bas déjà depuis 20 ans, qui avait peut-être atteint ses limites par certains côtés. Je surveille l'heure. A priori, on n'est pas trop mal. Alors, donc, maintenant, nous, on intervient, on voit ça passer dans le BOMP, sur Internet, là, les marchés publics. C'est marrant parce que je vais vous dire à la fin que ce qui est hyper important, c'est de consulter des opérateurs comme nous en amont. Et puis pour nous, notre boulot, c'est d'essayer d'anticiper et de connaître ces opportunités en amont également. Pour préparer nos réponses, pourquoi pas échanger pour que les appels d'offres sortent de la façon la plus pertinente et la plus adaptée possible. Et en fait, là pour le coup, c'est un contre-exemple heureux parce qu'on a vraiment découvert cet appel d'offres au moment où il est sorti. Donc on n'était pas du tout en contact avec eux avant, mais bravo à eux parce que l'appel d'offres était quand même, le cahier des charges était très bien conçu et en fait on a tout de suite trouvé ça intéressant et on n'a pas réfléchi longtemps avant de décider de répondre. Alors, je vais nous présenter rapidement et puis vous expliquer comment on a répondu. Donc, Altfranc, nous sommes une société, donc, comme je l'ai dit à maintes reprises, il y a un opérateur culturel. On est une société privée qui est basée historiquement en Touraine, à côté de Tours, qui travaillait beaucoup pour les châteaux de la Loire pour leur proposer de façon en sous-traitance des animations, des visites, des offres de médiation et d'animation culturelle et qui, il y a une douzaine d'années, a été racheté par un groupe qui s'appelle Aurige, qui est le numéro 1 de la restauration du patrimoine en France, dont moi je suis issu. Donc moi je suis arrivé, je suis devenu le directeur d'Alfranc au moment où Aurige a racheté Altfranc. Aurige, c'est une société qui est le premier employeur français de compagnons du devoir du Tour de France. Donc c'est essentiellement des tailleurs de pierre, des maçons, monuments historiques, des charpentiers, des menuisiers. Et le groupe Aurige était intéressé à l'idée de se diversifier dans l'exploitation, la gestion de sites culturels, en trouvant cohérent de faire ça après les avoir restaurés. L'idée, c'était on avait la compétence travaux, puis c'était derrière de pourquoi pas les exploiter. Sur le modèle de deux sociétés dont je peux vous parler, elles sont assez connues, elles sont assez importantes à connaître, que sont Culture Espace et Kléber-Rossillon, qui sont un peu des modèles pour Altfranc aussi. Nous, on marche un peu sur leurs traces. On est concurrents ici, donc on a nos valeurs, nos avantages et nos forces et nos faiblesses. Kléber-Rossillon et Culture Espace, c'est les deux premiers à s'être lancés là-dedans il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus. Donc, à être des sociétés privées qui répondent à des appels d'offres pour gérer pour des collectivités ou pour des institutions publiques, l'Institut de France qui délègue beaucoup ses équipements, ses monuments. Donc voilà, donc Altfranc, l'idée c'était de se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, l'année dernière, Altfranc, donc on est à côté de Tours, on a 7 sites en gestion, dont le château fort de Sedan, 40 collaborateurs, à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et notre groupe Aurige, dont le siège est à Paris, mais qui est présent dans toute la France, c'est 1800 collaborateurs et 230 millions de chiffre d'affaires. Appartenir à ce groupe est un vrai plus en termes de solidité financière et même ça nous apporte moi j'en suis issu, donc il y a un ADN patrimoine assez marqué chez nous et puis on connaît très très bien les travaux, c'est-à-dire que on les réalise pas, nous on est plutôt dans l'exploitation, mais on a une connaissance du bâti ancien et des problématiques inhérentes à la gestion et la restauration de monuments historiques que d'autres n'ont pas et qui nous permet d'être efficace et de pas faire n'importe quoi sur les sites dont on a la gestion. On a 3 métiers en fait, mais je vais passer sur les 2 autres. On a également une petite activité de communication touristique dans le Val-de-Loire et une activité de conseil.
Rapidement, un organigramme, je ne vais pas passer rapidement, mais voilà, on dépend effectivement d'un. Ça c'est la présentation d'Alfran en général, mais que bon, je trouve toujours intéressante à vous passer. On dépend donc directement de ce groupe et de cette holding qui est à Paris. J'ai une sorte de COMEX avec Melaine ici présent et Aurélie qui sont mes deux superviseurs qui chacun gère plusieurs sites. Aurélie qui gère des sites en Charente-Maritime et Melaine qui gère notre plus gros site, le Château Fort de Sedan. Puis voilà, c'est nous trois qui assurons le développement et les missions de conseil et le développement d'Alfran. Et on a voilà, 2 autres sites, 3 autres sites également en direct. Et puis cette activité communication touristique. Bertrand Conny, qui est le directeur fondé de Pouvoir, qui représente les actionnaires, moi-même, Aurélie, Melaine ici présent, Arnaud et Jérémy. Donc voilà, ça c'est notre équipe encadrante. Voilà, ça c'est peut-être plus intéressant pour vous rendre compte. Donc nous sommes à Tours, en région Centre-Val de Loire, où on a notre siège. Nous gérons un site plutôt loisir, mais dans une commune médiévale, une ville médiévale qui s'appelle Chauvigny, à côté de Poitiers, dans la Vienne. Donc c'est je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un vélorail, une ancienne voie ferrée dans laquelle on installe des résines munies de pédaliers qui permettent de faire une promenade très sympa. Notre premier site, 25 000 visiteurs par an. Cassino Magus, qui est un parc archéologique en Charente-Limousine, entre Limoges et Angoulême. C'est un mandat de gestion pour les départements de la Charente, qui est un de nos plus vieux sites, et également comprend les vestiges de thermes gallo-romains du 1er siècle, de 10 000 m². C'est un site d'intérêt historique majeur. Le château de Maulne, qui est un château Renaissance dans l'Yonne, en Bourgogne, concession de service public avec le département de l'Yonne. Là, on a vraiment une problématique plutôt de valorisation et de conservation plus que de développement de la fréquentation. On reconstitue des jardins Renaissance, on a accompagné le département dans la restauration du château. Voilà, les cahiers des charges sont différents un peu à chaque fois, bon, même s'il y a toujours une logique d'amélioration de la performance économique du site et d'amélioration aussi de sa notoriété. Le Château Fort de Sedan, dont on va largement parler juste après. Et puis, on a 3 sites en Charente-Maritime, un centre d'interprétation consacré à Néandertal, à la préhistoire, sur le site de découverte d'un squelette d'une néandertalienne à côté de Saintes, le paléosite de Saint-Césaire, la cité de l'Huître, en plein cœur des marais de la Seudre, à Marennes-Oléron, qui parle d'un métier, d'un produit. Et puis un autre site gallo-romain, un autre parc archéologique sur un site gallo-romain qui est le site du Fat, qui est l'ancien port de Saintes, qui était la capitale de la province aquitaine au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, à côté de Royan. Voilà. Notre métier, nos métiers chez Alfran Gestion, c'est on conçoit et on met en œuvre des projets culturels et touristiques pour des sites patrimoniaux. Voilà, ça c'était l'exercice, c'était d'expliquer ça en une phrase. Donc, elle parle pour elle-même, j'espère, et ça comprend des missions, enfin des déclinaisons dans différents domaines. L'aménagement. Nous intervenons très souvent, de plus en plus, sur quasiment tous nos sites. Alors, rarement sur de la restauration du bâti, du clos couvert, qui reste la charge, la responsabilité du propriétaire, du concédant, du délégant, mais en revanche à l'intérieur, en seconde œuvre, en aménagement muséographique, scénographique, paysager. Généralement, c'est nous qui allons porter ces aménagements qui vont être le cœur du site culturel et touristique qui ensuite va du coup marcher ou ne pas marcher. Bien évidemment, nous, à partir du projet culturel que nous avons défini, en découle un programme culturel qui va être constitué de visites, d'animations, de produits diversifiés comme tout ce qui est produits ludiques, qui sont très à la mode et qui marchent très bien depuis une dizaine d'années, et puis des événements, une vraie programmation événementielle sur tous nos sites avec des concerts, des événements de reconstitution historique, des spectacles, des expositions temporaires. Il y a toute la partie, bien évidemment, qu'on appelle mise en marché. On vend enfin, voilà, sur place et surtout à distance.
Et puis la gestion quotidienne, donc voilà, la gestion d'une équipe, l'entretien, maintenance et sécurité des équipements, et la gestion d'offres annexes. Voilà notre métier sur un slide. Je vais passer rapidement sur notre métier de consultant. Ça, c'est moins ce qui vous intéresse aujourd'hui, mais en fait, nous, on est consultant parce qu'on est opérateur. C'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur, on a souvent été, on l'est presque de façon, on ne démarche pas nos missions de conseil. On est généralement, j'entendais les intervenants précédents parler d'Inextinso, de grands groupes de conseil qui parfois font appel à nous pour justement, en sous-traitance, pour les aider à peut-être étayer un compte d'exploitation prévisionnel ou un projet, parce qu'en tant qu'exploitant, on a les mains dans le cambouis, on est sur le terrain et donc on va apporter peut-être une vision plus opérationnelle et qui est intéressante pour un cabinet de conseil et pour le client final. Et voilà, quelques exemples de nos dernières missions de conseil de ces 10 dernières années. Nos atouts, on a quand même 15 ans d'expérience maintenant, on a 7 sites en gestion, on a des résultats sur tous nos sites, de progression de fréquentation, qui est souvent ce qui nous est demandé. On a des vrais domaines d'expertise sur justement la réalisation en aménagement sur nos sites, de parcours de visite, d'espaces marchands, de travaux monuments historiques, alors qu'on le fait rarement directement, mais qu'on suit ou pour lesquels on accompagne en tant qu'AMO nos concédants propriétaires du site. La gamme de nos produits culturels, notre expertise particulière en communication touristique, notre agilité. On est une société qui est encore relativement de taille modeste, et puis on travaille dans toute la France. Et puis on est capable de concevoir et de mettre en œuvre des projets culturels assez rapidement sur des sites. Et puis la solidité financière de notre groupe qui permet de rassurer aussi des collectivités qui vont nous confier pendant des durées parfois assez longues. Vous confiez votre château ou votre abbaye ou votre musée pour 10 ans à quelqu'un, vous n'avez pas envie qu'il se casse la figure au bout de 2 ans. Donc ça rassure. Et puis nos valeurs, le respect de l'esprit d'un site, qu'est-ce qu'on fait sur un site? On essaie vraiment de comprendre ce qu'il est fondamentalement, l'esprit du lieu, que ce soit dans son architecture, dans son histoire ou dans ce qu'il représente pour les populations locales aujourd'hui. Donc on essaie de faire la synthèse de tout ça et de faire valider ça par le concédant. Cette notion qui est vraiment au cœur d'ailleurs de notre projet à Sedan, d'animation toute l'année, nous ce qu'on trouve génial, alors ça semble tomber sous le sens, hein, tout le monde sera d'accord avec moi, mais l'idéal de tous nos lieux patrimoniaux, c'est pas uniquement qu'ils vivent avec des touristes, c'est qu'ils vivent également avec des locaux. Alors c'est compliqué d'en faire à la fois des lieux on peut pas en faire à la fois des écoles, des centres de vacances, des hôpitaux, des machins. Enfin, il y a forcément une destination préférentielle, mais en tout cas d'un point de vue culturel, nous ce qu'on aime beaucoup, c'est que le gros problème des lieux culturels, on dit que par rapport à des parcs de loisirs ou à des zoos, où l'expérience est toujours inédite, vous allez consommer un zoo ou un parc d'attractions ou un site de loisirs plusieurs fois par an. Un musée, un site culturel, tant que la modalité proposée est de l'ordre de l'apprentissage, du didactique, si vous venez de visiter un château, tant que le souvenir, la mémoire de contenu reste vivace dans votre esprit, vous n'allez pas le revisiter, vous ne le revisiterez pas avant que vous n'ayez oublié ce que vous avez vu. Donc généralement, vous visitez un château ou un musée, le renouvellement de visite est beaucoup plus long pour un site loisir. Vous avez visité la Tour Eiffel, je sais pas, le Louvre aujourd'hui, vous le revisiterez lors de votre passage à Paris, vous le revisiterez sans doute que dans 5 ans. Vous n'y retournerez pas tous les ans. Bon, Louvre, c'est pas un bon exemple. On peut y aller tous les mois. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que nous, ce qu'on essaie sur tous nos sites, c'est d'essayer de faire revenir les gens plusieurs fois par an, et donc en leur proposant des choses renouvelées toute l'année. Les populations, les familles de Sedan viennent au château fort de Sedan 3-4 fois par an, enfin pas toutes, parce qu'elles n'ont pas à chaque fois la même visite, parce qu'il y a une visite pérenne standard pour les touristes qui eux vont venir une fois par an, mais parce qu'il y a aussi des offres thématiques renouvelées avec Sam Melin nous en parlera très très bien tout à l'heure, et voilà, donc ça c'est hyper important. C'est aussi des choses assez évidentes, hein, le renouvellement, et ça passe pas uniquement par une exposition temporaire tous les ans. C'est le top, c'est vraiment travailler chaque vacances scolaires, chaque moment de l'année, en allant proposer des choses très diverses, des spectacles, des concerts, des jeux. Donc voilà, d'en faire vraiment des lieux de vie pour les populations locales.
Et puis, une autre de nos valeurs, c'est l'exigence de qualité à tous les niveaux, en accord avec celle des métiers de la restauration d'art et du compagnonnage, dont nous sommes issus, comme vous l'avez compris. Donc, nous avons fait une réponse pour l'appel d'offres du Château Fort de Sedan. Nous, ce qu'on a proposé, en un mot, notre projet culturel à Sedan, c'est de faire du château un site tout public, donc en ajoutant des modalités de visite un peu nouvelles, modernes, ce qu'on appelle le l'immersif. Maintenant, tout le monde n'a plus que ce mot à la bouche, mais ça correspond à quelque chose, à une expérience qui est hyper plébiscitée, puis qui a du sens, parce que quand on parle d'histoire et qu'on va faire appréhender les gens, les visiteurs des époques et des temps passés, le procédé par immersion. L'immersion, c'est pas forcément du numérique, c'est pas les mappings, ça peut être des décors, ça peut être des acteurs. Il y a plein de façons de faire de l'immersion et elles sont toutes bonnes, elles sont juste à calibrer de façon intelligente par rapport au lieu. Donc on a amené de l'immersif et du spectacle tout en conservant un musée de France d'ailleurs qui est labellisé avec une médiation culturelle classique. Donc c'est un site vraiment pour tous les publics, animé toute l'année, ce que je viens de vous dire, des offres d'été pour les touristes et des offres hors saison pour les locaux, et valorisant, ça j'en ai déjà parlé aussi tout à l'heure, valorisant les moments les plus heureux de l'histoire de Sedan. Alors on notait absolument pas 1870, on notait absolument pas les épisodes du bagne de Sedan pour la Première Guerre mondiale, mais voilà, l'idée c'était aussi de montrer les riches heures, comme on l'a écrit, de l'histoire de Sedan. Ce qu'on a proposé ici, c'est une mise à niveau en 4 ans. On était là pour 8 ans, mais on a dit, nous, on va faire tout le boulot, on va faire le gros du boulot en 4 ans. On s'est donné 4 ans parce que les 600 ans du château avaient lieu en 2024. Donc d'ailleurs, elles ont lieu maintenant. Nous sommes en 2024. Et donc, on voulait atteindre les 100 000 visiteurs dès 2024. Et puis, il y a cette promesse, un point de vue marketing, c'était vivre l'épopée du château des princes de Sedan. Parce que le château fort de Sedan était le siège d'une principauté. Et donc... c'est un peu rapidement, mais voilà, ça c'est par rapport au cahier des charges. À chaque fois, on répondait de façon précise. Oui, nouvel aménagement scénographique. On a proposé un nouveau parcours utilisant différentes modalités de visite. On avait proposé de déplacer l'accueil, de rénover la boutique et le bar, diversifier les publics. On avait prévu de diversifier les outils en refaisant les yeux de guide et en créant des livrets de visite et de jeux. On avait prévu de créer un escape game géant dans un bastion du château qu'on a fait, d'organiser des événements toute l'année, de créer de nouveaux événements, de reprendre l'organisation du festival médiéval et de professionnaliser la communication. Et donc, par rapport aux objectifs, vous vous souvenez, ils nous demandaient 100 000 visiteurs par an et un autofinancement amélioré. Donc nous, on leur a vendu 100 000 visiteurs par an dès 2024 et un autofinancement à 90% en 2028. L'autofinancement, on n'a pas prévu une équipe parce qu'en fait, ils ont demandé d'investir de façon assez importante. Donc en fait, on porte les investissements. Donc c'est ce qui permet de... Enfin voilà, une fois que les amortissements seront amortis à la fin de la délégation, on sera sur une rentabilité. A priori, on sera sur un site rentable. Je passe la parole à Melaine. Donc maintenant sur cette troisième partie, la mise en œuvre du projet sur les 4 dernières années. Donc on va commencer avec la réalisation du parcours de visite qui est vraiment le cœur de notre projet et ce qui est aussi est le plus marquant dans l'esprit des visiteurs. Donc Ronan en a parlé un petit peu, on a un parcours de visite qui a été entièrement imaginé dans les années 90, qui a été refait en 2013 et qui méritait effectivement d'être un petit peu revu, d'être adapté aux attentes des visiteurs d'aujourd'hui. On parle d'expérientiel, on parle d'immersif, donc là on est bien sûr parti sur ces principes-là. On a donc voilà, j'ai mis quelques photos ici pour illustrer le projet une fois qu'il est terminé. On a imaginé en fait un parcours de visite qui regroupe plusieurs modalités de visite avec une offre qui est un peu en 3 phases, qu'on a tout de suite imaginé en 3 phases pour plusieurs raisons. La première raison, elle est tout simplement en termes de timing. C'était compliqué d'imaginer un projet sur un circuit aussi vaste, de le faire de manière un peu définitive en peu de temps. Donc pour être plus sûr de nous, on s'est dit qu'on allait faire une première phase en 2022, une deuxième phase en 2023 et terminer en 2024. Et ce qu'on a fait, on vient de terminer là, la 3e phase le mois dernier, là, le Puy des légendes. Donc cette offre, elle est hybride. Pourquoi hybride? Parce que donc il y a cette partie qui est très immersive, hein, une sorte de parcours spectacle. Mais il y a aussi, on a repris le parcours d'interprétation
du château. Et surtout, on a le musée dont Ronan parlait tout à l'heure, qui est labellisé Musée de France, qui est au dernier étage du château. Et donc, il fallait intégrer ces 3 parcours un peu différents dans une seule offre. Donc, c'était assez particulier. Donc, on a, pour ce faire, on a rédigé une sorte de cahier des charges. On a fait appel à plusieurs agences de scénographie et on a décidé de retenir le studio Daguet, qui s'appelle maintenant The Immersors, qui nous a très bien accompagnés, qui a tout de suite compris un peu ce qu'on voulait, cette espèce d'offre hybride entre une expérience immersive, une expérience très vivante, on parle même parfois de parcours spectacle, et de la qualité également qui est forcément nécessaire aussi, liée à la conservation des œuvres du musée, avec voilà, tout cet aspect scientifique. Donc on a tout de suite présenté ce projet au studio de Daguet, on a travaillé ensemble, on l'a présenté nous-mêmes au comité scientifique que nous avons monté avec des historiens, avec la conservatrice du musée, mais même avec bien sûr le maire de Sedan, enfin avec toute une équipe municipale. Je reviendrai après sur un peu le suivi entre le client, entre la ville et nous opérateurs. Mais là, c'est juste pour vous présenter un peu comment on a fait les choses pour organiser le développement de cette nouvelle scénographie. Donc on a présenté tout cela. Une fois qu'on a eu l'aval à la fois du comité scientifique, de notre client et des autorités architecturales, enfin en particulier la DRAC, eh bien nous avons très rapidement, hein, c'est aussi ça la force, je pense, d'un opérateur privé, c'est qu'on a pu, on est arrivé en 2020 en plein Covid, 2021 on a commencé à travailler sur le projet, première phase livrée en 2022, et tout terminé en 2024. Donc, vu l'ampleur, on parle de 10 000 mètres carrés à scénographier. On peut dire que ça a été très rapide. Et donc, voilà, les travaux d'aménagement, bien sûr, qui ont été validés par les différents services. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce... je suis peut-être revenir un peu en arrière ici. Sur le parcours de visite, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que Ronan vous a parlé à l'instant de la réponse à l'appel d'offres. En fait, notre offre, notre projet, il a pas mal varié entre 2020, entre la réponse à l'appel d'offres, et avec 2024, qu'on a maintenant livré et qui est terminé. Et effectivement, l'agilité est forcément une valeur indispensable, puisqu'on s'est rendu compte qu'en 2020, quand on a le cahier des charges pour répondre à l'appel d'offres, on a 2-3 mois pour répondre. Donc on imagine ce qui pourrait se faire dans un site que l'on ne connaît pas si bien que ça, qu'on a visité 1 ou 2 fois. Donc on imagine un peu cet idéal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui serait bien? Et en fait, une fois qu'on est sur site, on se rend compte que bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas souhaitables ou pas souhaitées. Et donc on a réadapté au fur et à mesure notre offre. Et pour prendre des exemples très précis, il y a sur un des bastions du château une belle terrasse sur laquelle on imaginait de faire une sorte de parc aventure avec de l'acrobranche pour mêler un peu une offre plus ludique, plus loisir, avec bien sûr l'activité plus culturelle. Et en fait, on s'est rendu compte très vite avec les services de la ville que le bastion n'était pas en état et que ça pouvait être dangereux. Donc on a supprimé cette partie-là et on a réaffecté cet argent sur la partie scénographique, ce qui nous a permis d'avoir un budget supplémentaire et de faire les choses, à notre avis, de manière beaucoup plus poussée et plus complète. Donc voilà, et de même pour le musée du Château Fort, qui devait déménager en 2024 avec un projet de musée implanté ailleurs, qui finalement reste ici. Et donc voilà, on a dû un petit peu s'adapter à ce qui pourrait être des contraintes, mais finalement ce que nous on a transformé en opportunité. On est très content finalement d'avoir pu sortir ce projet scénographique qui est à notre avis plus ambitieux et plus réussi. Alors ensuite, une fois qu'on a notre parcours de visite, c'est très bien, mais il faut l'animer, il faut qu'il soit interactif. Hein, c'est effectivement la clé du succès. On ne peut pas se limiter d'avoir un parcours fixe et attendre les visiteurs. Il faut que ce parcours soit en lui-même une attraction, mais que l'on puisse aussi se servir de cette base pour faire venir des touristes sur des événements ponctuels, sur des animations ponctuelles. Alors voilà le nouveau parcours augmenté pendant les vacances scolaires. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, on a pendant les grandes vacances, les vacances d'été, on a imaginé dès 2021
d'installer des campements pour les enfants, pour les familles, parce que c'est vraiment notre cible principale. Des petits campements, donc le camp du Seigneur, qui consiste, je crois qu'il y a des photos après, voilà, qui consiste à expliquer aux enfants la différence entre les différentes armes, l'évolution de l'armement, etc. Le camp de l'artilleur, vous voyez ici sur cette photo un petit trébuchet qui est fonctionnel, donc on utilise pour les scolaires et puis pendant tout l'été. À la table du Seigneur, ça c'est une nouveauté 2024. D'ailleurs, si vous voulez venir au château pour la découvrir, vous êtes les bienvenus. Donc, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est la découverte des mets du Moyen-Âge, la cuisine, et puis même un petit peu d'hygiène au Moyen-Âge. Et prince et princesse, là, on a eu cette intuition l'année dernière qu'en fait, ce qui faisait rêver les enfants quand ils visitaient un château, c'est de rencontrer le prince et la princesse. Et donc, en fait, on a transformé un peu nos médiateurs classiques en prince et princesse, et on a un prince et une princesse qui se déambulent en costume et qui permettent aux enfants de se prendre en photo avec eux et de jouer, de camper ce personnage de la princesse Charlotte de la Marque, et qui va pouvoir raconter des petites anecdotes historiques très rapides, mais qui vont aussi renforcer ce côté immersion du visiteur ou expérientiel. La petite fille, elle va ressortir en se disant j'ai pris une photo avec la princesse de Sedan, c'était incroyable, et puis elle m'a raconté que telle personne a dit ça derrière son dos. Enfin, donc c'est toujours très intéressant. On essaye d'aller toujours plus loin dans cette immersion. Et enfin, les visites nocturnes en été. Alors ça, c'est quelque chose une offre qui existait déjà avant. La SEM l'avait mis en place, qui marchait très très bien. Vous voyez, on a cette particularité aussi à Sedan de pouvoir utiliser des vrais flambeaux. Donc c'est assez authentique comme visite. Surtout qu'on a une grande partie du circuit de visite, vous voyez, qui sont dans des salles un peu comme ça en souterrain et qui se prêtent très bien à ce genre d'expérience. Et donc nous, on les a repris, on a réécrit un petit peu le contenu, on les a un peu théâtralisés, un peu. On a essayé de les rendre un peu plus vivantes, un peu plus interactives. Et enfin, un tournoi de chevalerie. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est ce mélange, encore une fois, entre le culturel et le ludique. Et ici, le tournoi de chevalerie, on fait appel à une société, une compagnie d'intermittents du spectacle qui viennent pour un spectacle qui dure à peu près 3 mois. Mois de juin, tournoi pour les scolaires, et sur juillet-août pour le grand public. C'est aussi une offre qui existait auparavant, mais qu'on a entièrement revu. On a refait les décors. On a été aussi très exigeant sur le contenu pour que ce ne soit pas juste un tournoi à la Puy du Fou où on voit des chevaliers qui se désarçonnent, mais qui est aussi un lien avec l'histoire du château, et que les touristes ressortent de là avec bien sûr un peu plus d'informations sur l'histoire du château. Voilà l'image. Et ensuite, et donc la constitution d'une offre culturelle variée et adaptée à tous les publics. Je l'ai dit, notre public phare, c'est les familles. Et bien sûr, c'est doublement intéressant. Ça nous permet d'une part de fidéliser un public qui va revenir effectivement à chaque vacances scolaires, parce que c'est un public qui a du temps et qui a besoin de se distraire. Donc dans les Ardennes, il n'y a pas non plus énormément d'offres culturelles pour les familles, donc on sait qu'ils peuvent venir plusieurs fois par an. Mais quand je dis que c'est doublement intéressant, c'est aussi intéressant parce que c'est les enfants qui vont grandir et qui ensuite reviendront plus tard. Donc les enfants sont les touristes de demain. Donc l'idée, bien sûr, c'est de mettre toute notre ambition sur ce public-là. La cible loisir, qui n'est pas à dédaigner. Et donc, dès 2022, on a organisé, on a conçu, en partenariat avec une entreprise spécialisée, un escape game. Et encore une fois, comme le Château Fort de Sedan est un peu hors norme, notre escape game l'est aussi. C'est un escape game qui a été imaginé dans un des bastions, qui est sur 3 étages, sur 5 salles, donc qui est absolument gigantesque. Et là, on n'avait pas besoin de concevoir de gros décors, puisque le décor, il était déjà là. Donc, encore une fois, on propose une expérience qui est un peu unique, dans un escape game un peu unique également. Alors bien sûr, les gros inconvénients, c'est que comme c'est un château avec des murs qui font pour certains 5 à 6 mètres d'épaisseur, c'est compliqué de percer, d'installer des caméras, la Wi-Fi ça passe pas, il fait froid, il pleut toute l'année, il pleut encore plus pendant la sécheresse que quand il y a de l'eau. Donc voilà, faut faire cet escape game bien équipé, mais en tout cas l'expérience est au rendez-vous. On organise bien sûr des chasses au trésor, et comme tout site touristique, bien sûr, notre cible scolaire est importante. D'ailleurs, on en accueille de plus en plus à Sedan, et donc on a conçu de nouveaux ateliers pédagogiques, de nouvelles chasses au trésor également pour tous les cycles scolaires jusqu'au lycée. Voilà, les groupes adultes. L'idée aussi des groupes adultes, j'en parle juste très rapidement, c'est que la visite guidée du groupe de
de 50 personnes dans un autobus, c'est un peu, cette ère-là est un peu terminée. Hein. On commence à avoir du mal à attirer des autocaristes, les tour opérateurs, etc. Donc je dirais pas que les groupes c'est pas terminé, mais c'est vraiment en pleine mutation, en pleine évolution. Et donc ce que cherchent maintenant les groupes qui viennent visiter le château, c'est d'avoir un petit quelque chose de plus. Et donc nous, on s'est dit que le petit quelque chose de plus à Sedan, les Ardennes, on en a parlé tout à l'heure, c'est un territoire qui est assez marqué avec une histoire, une identité, une culture. Et il y a aussi cette culture de la gastronomie qui est importante. Les Sedanais, les Ardennais aiment bien manger. Et donc voilà, on a couplé aussi sur certains produits la visite, a couplé avec un dîner médiéval, donc costumé. Ça marche très très bien avec un traiteur local. On leur propose des plats locaux, etc. Ou des ateliers de dégustation de bière parce que c'est un territoire brassicole, de vin, etc. Donc ça, c'est intéressant de varier un peu les offres et d'essayer d'être très ciblé. Et enfin, Ronan en a parlé tout à l'heure, ça c'est intéressant parce qu'on le savait bien sûr, et comme vous tous, hein, que c'est important d'animer et de s'adresser toujours au public familial, mais comment le faire concrètement? Comment faire venir des enfants, des familles et les faire revenir? Et donc en fait, nous on s'est servi du parcours scénographique que je vous ai présenté tout à l'heure comme base pour ensuite le thématiser à chaque vacances scolaires. Presque en faire une sorte de marque, ou même souvent nous on utilise le terme de série, un peu comme les séries de plateformes que vous connaissez tous, où il y a plusieurs épisodes et plusieurs saisons. Et ben, on est parti un peu de ce principe-là, en créant 3 grandes marques, même si c'est un peu un gros mot. Pour les vacances de Pâques, c'est le Château des Merveilles, donc vous comprenez bien sûr l'allusion à Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas la seule source d'inspiration. On se sert également de Willy Wonka, Charlie la chocolaterie, et donc voilà, vous voyez un petit peu l'univers. Et pour ce faire, vous voyez, ce ne sont pas que les ressources en interne, on se fait aussi aider par une décoratrice d'intérieur, et nos services de médiation sont, eux, à même de concevoir des jeux un peu sur le mode de chasse au trésor, et notre service technique est à la découpe pour créer des grands décors. Donc voilà, c'est assez réussi comme organisation, mais ça nous prend beaucoup de temps, mais ça vaut le temps investi, ça vaut l'argent investi très largement. Enfin, ensuite, à la Toussaint, c'est le Château des Sorciers. Hein, donc, vous savez que c'est vraiment très, très à la mode aujourd'hui, hein, tout ce qui est science-fiction. Je ne parlerai pas des grandes franchises que l'on connaît tous, mais ça marche très, très bien. On a des milliers de petits sorciers avec des capes et des chapeaux pointus et des baguettes magiques qui débarquent pendant les 2 semaines de la Toussaint. Quand je dis des milliers, c'est 15 000 personnes sur 2 semaines pour le Château des Sorciers. Donc, c'est très impressionnant. Vous voyez une affiche ici. Et le Château des Glaces à Noël. Et ça, c'est intéressant parce que pour nous, les vacances de Noël, c'était vraiment les vacances du vide. On n'avait presque pas de visiteurs. On avait le bar qui est ouvert toute l'année. Il y avait 2 salariés qui attendaient que les touristes passent, mais ils ne passaient pas. Et donc là, on a réussi à transformer un peu l'essai, à transformer ces vacances qui étaient un peu perdues. Maintenant, c'est devenu un peu un must. Vous voyez, c'est la photo qui est en bas à droite, avec la décoratrice qui fait un travail extraordinaire et donc est très photogénique. Donc, c'est sûr que les familles aiment beaucoup ça. Juste là-dessus, moi, ce que je trouve intéressant avec le patrimoine, encore une fois, je ne sais pas quelles sont vos problématiques à chacun, mais c'est que le patrimoine, il raconte une histoire, l'histoire de sa construction et de ce qu'il a traversé, et c'est aussi un formidable support pour raconter des histoires, avec un petit H, des histoires de nos imaginaires de France, d'œuvres de fiction, que ce soit littéraire, cinéma, série, et donc voilà, on s'est arrogé le droit sur des temps assez courts et sur nos parcours spectacles, comme ça, thématisés à partir d'imaginaire grand public, ce site, et on trouve que c'est une utilisation du patrimoine vraiment intéressante, qui marche très très bien, et alors tous les sites ne s'y prêtent pas, mais en tout cas ça marche très bien à Sedan. Tout à fait. Et d'ailleurs, au début, on était parti à fond. Vous l'avez compris, vous avez compris les inspirations sur des grandes franchises très connues, Harry Potter pour pas le citer, Alice au Pays des Merveilles, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on s'éloigne complètement de ces inspirations. Enfin, on garde les codes, mais en tout cas sur l'histoire, il n'y a plus une seule allusion. Et maintenant, on s'inspire directement soit de l'histoire du château en lui-même,
soit des légendes ardennaises qui font vraiment l'identité du territoire. Et donc, on remplace, on crée au fur et à mesure des années une sorte d'histoire parallèle ou d'univers parallèle. Et donc, on voit que ce qui est intéressant, c'est que les enfants reviennent en se rappelant qu'ils participaient, qu'ils étaient dans telle maison ou qu'ils étaient tel personnage, qui sont des vrais personnages ou des vraies maisons. Donc, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas que du ludique, on essaye de mettre un peu de contenu aussi dedans. Et des expositions temporaires toute l'année. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose qui existait aussi avant, qu'on a repris parce que ça marche très très bien. C'est une exposition Playmobil qu'on organise tous les ans pour les vacances de février. Alors ça a l'air bête, hein, mais c'est 5000 personnes qui se déplacent pour l'exposition Playmobil. Donc c'est une des plus grandes de France. C'est sur 500 mètres carrés avec des dioramas assez exceptionnels et on choisit en accord avec le collectionneur des thèmes, bien sûr toujours en lien avec l'histoire et parfois on essaye de coupler aussi cette exposition qui est purement passive avec un petit jeu pour les enfants et au rez-de-chaussée on a une salle qui nous sert aussi pour diffuser des petits dessins animés, pour faire des coloriages, pour faire des jeux de société. Ensuite il y a un concours de dessin, on fait gagner des Playmobil, donc voilà, c'est vraiment l'événement le plus grand public que l'on peut proposer qui marche bien. Ça, c'est l'exposition que l'on produit nous-mêmes, mais on accueille une cinquantaine pas forcément d'expositions, mais d'événements culturels au château, puisqu'on a des salles de réception, et puis on a cette cour qui est extraordinaire. Et donc la ville nous a demandé, c'est écrit dans notre contrat, de mettre à disposition nos espaces un certain nombre de jours dans l'année pour des associations locales ou pour des activités culturelles. Et donc ça nous permet pas de les produire nous-mêmes, mais d'accueillir très régulièrement des animations, des expositions. Donc là, on a par exemple pour la cité... pour les journées de l'archéologie, on va faire 3 jours sur les journées de l'archéologie en lien avec le musée de la ville de Sedan. On va faire venir une start-up qui va faire survoler avec un drone le château. Enfin voilà, c'est pas des choses qu'on fait nous-mêmes, mais c'est intéressant aussi d'avoir pour avoir une belle programmation culturelle. Voilà, très rapidement, on organise toujours ce festival médiéval dont vous a parlé Ronan tout à l'heure, qui accueille en moyenne 10 000 personnes par an, en moyenne avant qu'on arrive. Et maintenant, on est très content parce qu'on a réussi à développer fortement la fréquentation de ce festival, de passer à 10 000 visiteurs en moyenne à maintenant plutôt 20 000. Et là, cette année, c'était il y a 2 semaines, donc je suis encore un peu fatigué. On a accueilli quasiment 28 000 personnes sur 2 jours, donc c'est devenu un événement plus qu'emblématique. C'est le plus premier festival du Grand Est, premier festival médiéval du Grand Est. Voilà, et rapidement, il y a aussi toutes les petites offres annexes. Ça a l'air de rien, mais ça nous permet aussi de vous montrer que même la qualité d'une expérience, elle passe aussi par le premier aperçu qu'on a d'un site touristique et le dernier, qui sont en général la billetterie, la boutique et le café. Donc ça, c'était pas forcément prévu, ou en tout cas, c'était pas prévu tel qu'on l'avait fait. Et on a passé un peu de temps, dépensé un peu d'argent aussi pour revoir entièrement ces offres, revoir les cartes, revoir la décoration. On a fait appel à plusieurs décorateurs aussi, changer le mobilier. On a même ouvert une cave à vin, cave à bière qui n'existait pas dans les sous-sols du château, et ça fonctionne bien aussi. Et la rénovation des salles de réception dont j'ai déjà parlé, puisqu'on accueille de plus en plus d'événements privés et associatifs. Voilà, vous voyez ici. Voilà, et bien donc on peut faire un point à mi-mandat, puisqu'en 2024, ça se termine pour nous en 2028, et donc on peut dire déjà que le bilan est très positif, hein, puisque on a atteint la plupart de nos objectifs, on a conçu notre nouveau parcours de visite, hein, donc le nouveau projet culturel, il est quasiment terminé, maintenant il reste à être peaufiné, on a bien sûr encore beaucoup de marge de progression à pas mal de niveaux. Le recrutement en management d'une équipe qui est en forte progression. Hein. En été, on arrive quasiment à 25 personnes, donc 19 ETP. On accueille information, vente, on est aussi au niveau. Et puis la gestion de l'offre culturelle, avec toutes ces visites et animations dont je vous ai parlé, la programmation événementielle qui marche bien. Et voilà, la mise en marché, je ne vous en ai pas parlé, mais bien sûr que la communication, c'est très important dans notre travail. En fait,
forcément, vous le savez, hein, c'est un peu le cœur de notre métier. C'est bien d'avoir une offre, mais il faut faire venir les gens, il faut être attractif, et donc il faut utiliser les réseaux sociaux. Enfin, voilà, on a tout un plan de communication, mais je pense que je n'ai pas trop le temps de le développer ici, mais je serais ravi de répondre à vos questions après si vous en avez. Et puis, bien sûr, la gestion quotidienne du château, ça c'est très important, hein, bien sûr, dans un monument historique de cette ampleur, avec des enjeux assez importants structurels, enfin en tout cas de rénovation. On a des soucis d'entretien, maintenance et de suivi de la structure. Et voilà, les résultats. Donc on a investi plus qu'on allait on allait plus loin en réalité que ce qu'on avait, que ce qu'on nous avait demandé. Parce que vous voyez, on a investi 1,5 million. On nous avait plutôt demandé un peu moins d'1 million. Déjà parce qu'on croyait fortement à ce projet, donc on avait vraiment envie d'y aller et d'être très ambitieux. Et aussi parce qu'on a réussi à aller chercher des subventions très importantes, enfin plus importantes que prévu. Et donc ça nous a permis d'aller plus loin dans notre projet. Ensuite. Oui, auprès de la région et de l'État. Ouais. Et puis, donc, augmentation de la fréquentation, vous voyez, de 70% entre 2019 et 2023, puisqu'on passe de 80 000 visiteurs avec le festival à 135 000 visiteurs. Et puis donc ça c'est aussi intéressant, on arrive à 1,5 million de recettes d'exploitation, donc vous voyez, hein, c'est un chiffre assez intéressant, plus 130% en 4 ans, et on est quasiment à l'autofinancement. On espère pouvoir arriver à un autofinancement en 2025 ou 2026. Et ça, peut-être que vous avez vu l'actualité en septembre dernier, mais le château fort de Sedan a été élu monument préféré des Français. Alors voilà, ça c'est toujours intéressant. Forcément, les retombées sont importantes, notamment en termes de visibilité. On a été contacté par la presse nationale pendant la semaine qui a suivi. C'était assez impressionnant, et on a tout de suite vu la différence sur les mois qui ont suivi sur cette fin de saison 2023. On a eu bien sûr énormément de touristes qui sont venus voir de leurs propres yeux ce qui avait été élu comme monument préféré des Français. Alors oui, comme on vous le disait, c'est la dernière partie de notre présentation. On est un peu en retard, nous aussi. Donc c'est très bien pour nous, on est très contents, mais ce qui est important, c'est que le concédant soit content. Et donc, a priori, ça se passe très bien avec la ville de Sedan, qui est un site effectivement qui attire plus de monde, qui s'y retrouve un peu à tous les niveaux, y compris financièrement, parce que c'est une situation, c'est un modèle qui est gagnant-gagnant. Quels sont justement les enseignements, comment ça a fonctionné à Sedan et comment ça fonctionne ailleurs, et quels sont, à notre humble niveau, qu'est-ce que nous on voudrait vous dire en essayant de nous mettre à votre place, hein. Quand je dis vous et votre place, j'entends des responsables de projets de valorisation ou d'exploitation de territoires et de sites patrimoniaux dans les territoires en France. De notre point de vue, nous, d'opérateurs privés. Alors, à Sedan, en fait, il y a le truc qui était super à Sedan, outre le potentiel du château qu'on a réussi à réaliser, c'est qu'il y avait un super contrat. Donc la concession de service public ou la délégation de service public n'est pas forcément la solution. Malheureusement, tous les sites ne s'y prêtent pas forcément, et voilà. Mais en l'occurrence ici, pour un site en fait assez important avec un potentiel touristique, on pense que c'était le bon mode de fonctionnement. On en bénéficie, et la ville aussi. Et on trouve en plus que ça se passe bien au jour le jour parce que le contrat a été bien rédigé, bien pensé, même si d'ailleurs on n'était pas intervenu en amont. Et ça, donc pour tous vos projets, ne faites pas l'économie de vous faire accompagner. Alors, pour Sedan, en l'occurrence, il s'était fait accompagner par un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui s'appelait SPQR, qui est basé à Lyon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un contrat bien cadré et intéressant pour les deux parties? Déjà, il y avait une bonne définition et répartition des missions entre le concédant, la ville de Sedan, et le concessionnaire, nous-mêmes. Alors ça, c'est un peu une constante dans les concessions, délégations de services publics. Généralement, il y a une charge qui reste... qui incombe au concédant, au propriétaire, c'est celle du gros entretien. Quand vous avez un monument historique, je ne connais pas d'exemple, je ne sais pas d'ailleurs si c'est possiblement légalement possible de concéder également la gestion de l'entretien, du clos couvert et de la partie monument historique. Et puis la gestion immobilière, voilà, nous de plus en plus on se rend compte que les assurances sont assurées, l'assurance reste celle du propriétaire. Nous on a notre assurance d'exploitant, mais de responsabilité civile, mais l'assurance
biens et dommages restent pour le concédant. Mais à part ça, tout le reste, donc l'exploitation, la valorisation, y compris les aménagements, doivent être et ont été, en l'occurrence à Sedan, confiés aux concessionnaires. En gros, je ne sais pas si vous voyez venir, c'est quand vous avez un projet, c'est vous qui êtes sur vos sites, sur vos territoires, et donc parfois c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez faire. Donc, je ne dis pas que vous ne devriez pas les faire et que vous devriez les concéder à 100% à un concessionnaire, mais faites-les avec le futur opérateur. Si c'est vous le futur opérateur, si c'est vous le futur exploitant, la question ne se pose pas. Mais si à terme il y a un exploitant privé ou un exploitant à qui vous allez sous-traiter, dites-lui, convoquez-le en amont et faites-lui participer en amont. Nous, ce qu'on a trouvé très très bien, c'est la ville n'a pas dépensé 1,5 million dans une nouvelle scénographie et une fois terminé en disant voilà les clés, Altran, gérez-nous ça. Ils nous ont dit on voudrait 1 million, c'était moins d'1,5 million, on a dépensé plus. On voudrait à peu près cette somme-là, que vous engagez à faire ça, mais on vous fait confiance. Et après, il y a tout un cadre de contrôle avec un comité de pilotage, comité de suivi, un comité scientifique qu'on nous a demandé de constituer, des réunions de validation qui leur permet de garder la main. Mais ils nous ont sous-traité et comme l'a dit Melaine, ça permet d'être plus efficace et puis d'avoir un concepteur qui en tant que futur exploitant fait les choses de la façon la plus adaptée possible. Le modèle économique aussi était très bien à Sedan, sécurisant et incitatif pour nous, concessionnaires, et rémunérateur pour eux, le concédant. En fait, pour nous permettre d'avoir de la trésorerie, parce qu'on a investi beaucoup, et pour nous permettre d'investir, en fait, il y a une compensation pour contrainte de service public. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent ce nom. Elle n'est pas assujettie à la TVA. C'est quand même assez intéressant de pas, par rapport à une subvention d'exploitation. Vous versez une subvention d'exploitation à quelqu'un, vous payez, l'exploitant va devoir déclarer de la TVA dessus, donc il va négocier son montant en TTC. Il y aura du hors-taxe et de la TVA à 20% dessus. Une contrainte de service public, on considère qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, qu'on est là pour compenser un service public, et donc c'est pas assujetti à la TVA. C'est un peu technique, on pourra en reparler si vous voulez, mais ça peut faire des très très belles différences dans certains de nos contrats, dans les comptes des collectivités. Et ça nous a permis de créer de la trésorerie, ça nous a permis de libérer une capacité d'investissement et ça nous a permis de sécuriser les résultats des premières années. Les premières années, on ne gagnait pas d'argent, pas le site, nous-mêmes, Altran, et maintenant on en gagne. Voilà. Et il y a un système en retour d'une redevance fixe, deux redevances fixes, il y a 2 redevances fixes, et d'une redevance variable qui est en fait là dans les niveaux auxquels on est, on rembourse pas tout à fait, mais c'est quasiment à 0 pour la commune, et on se dirige vers quelque chose à somme nulle pour la commune, et même pour quelque chose qui sera rentable et même bénéficiaire pour la commune. Quand tous les amortissements des investissements seront faits, c'est quelque chose qui générera de l'argent pour tout le monde. Donc voilà, on va vraiment arriver vers un état vertueux. Et on espère un modèle vertueux. Et donc, finalement, ça coûtait un peu d'argent aux concédants au début, mais là, ça commence à leur en coûter de moins en moins. Et puis ça, j'en parlais, des moyens de contrôle qui sont prévus dans le contrat, donc prévus en garde-fou. Chaque année, ce qui est bien aussi avec, désolé, il y a quelques coquilles, un rapport d'activité dans les délégations et concessions de services publics, il y a une transparence qui est quasi totale, c'est contractuel. On envoie un rapport d'activité dans lequel on donne nos comptes de résultats détaillés, donc on ne peut pas trop tricher, voilà, ça peut être contrôlé derrière. Et il y a aussi une justification des investissements. En échange de la compensation, on doit justifier de chaque facture acquittée. Donc voilà, donc c'est aussi, on n'est pas là à dire ouais, on se débrouille, on fait notre marge et on essaie de pas trop dire comment on se débrouille pour pas se faire embêter. Non, il y a une transparence totale. Et donc pour vous, pour le concessionnaire, c'est extrêmement intéressant aussi en cas justement de commissions consultatives, de services publics locaux, comme ça existe d'ailleurs à Sedan. Ils peuvent justifier de la bonne utilisation de l'argent public quand il y en a qui est engagé. Et puis un comité de pilotage avec canal dédié toute l'année. Pour terminer sur l'enseignement du château fort de Sedan, je dirais qu'en fait il y a des difficultés après classiques de collaboration entre un opérateur privé et une collectivité. Alors je vais pas passer le micro à Melaine mais c'est normal qu'on a toujours des problèmes de management sur tous nos sites privés ou publics, et c'est normal qu'on ait plein de problèmes de communication avec les privés. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant à Sedan, c'est qu'en fait c'est largement compensé par donc ce contrat qui a été bien fait, et à l'intérieur de ce contrat qui fixe des limites, il y a un mode opératoire qui est plein de bon sens et permet,
dans le genre de collaboration, dans le genre de partenariat, nous on a ça sur tous nos sites. Quand vous avez les services techniques de la ville qui vont faire les plates-bandes à l'extérieur du château et qu'en fait il y a une partie qui nous appartient, qui nous incombe et qu'en fait ils nous disent tiens on peut le faire pour vous, en fait super, c'est sympa, merci. À l'inverse, il y a des missions nous on a une entreprise qui intervient pour refaire un peu de maçonnerie, il y a une succession de microservices qu'on se rend entre concédants, concessionnaires qui est hyper vertueux. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un vrai... je trouve que c'est un super exemple concret de principe de subsidiarité, je trouve, ces collaborations publiques-privées avec ce genre de concessions. Donc en fait, bien sûr qu'il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qui nous réclament et on est en retard et inversement, mais ça se passe très bien aussi parce qu'il y a beaucoup de bon sens et comme ça, de microservices, des services qu'on se rend à un niveau micro comme ça. Je termine avec ce slide qui est mon dernier, les enseignements sur les bonnes pratiques générales pour les DSP, CSP. Alors là je quitte Sedan et je pense aussi à toute notre autre expérience. Moi, ça fait 12 ans que je dirige Altfranc. Valère l'a dit, on vous l'a dit là déjà 2-3 fois. Construisez vos projets, que ce soit votre projet culturel, vos programmes de travaux, vos projets de gestion. Construisez-les de façon pragmatique, de façon itérative, en consultant, pas forcément en lançant des appels d'offres. Il y a des gens comme nous qui sont même ravis de faire ça gracieusement au départ parce qu'on a un intérêt potentiellement de récupérer des marchés derrière. Au bout d'un moment, si vous voulez vraiment qu'on vous aide, faut payer un cabinet de conseil, un AMO, mais consultez, décrochez vos téléphones, sollicitez les gens. Puis c'est pas que nous, les professionnels de la gestion de sites culturels, ça peut être les associations autour. Tiens, est-ce que ça t'intéresse ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les différents acteurs commerciaux, les acteurs de l'économie de votre territoire. C'est une évidence, l'itération, ce qu'on appelle aussi la méthode agile là, dans les boîtes aujourd'hui. Vous savez, c'est pas un projet qu'on livre et puis ensuite on examine s'il est bien. C'est une première version, puis il y a une deuxième version, une troisième version. C'est super compliqué de trouver un bon système, un bon modèle pour nos sites patrimoniaux. Ils sont généralement des charges financières hyper importantes. C'est pour ça que je rappelle encore que Sedan, c'était pas un bon exemple. On espère que ça vous a intéressé. C'était une belle réussite, mais on a bien conscience que beaucoup de sites... Nous, on est appelés toutes les semaines par des collectivités qui nous demandent tiens, est-ce que vous pouvez faire gagner de l'argent et nous faire gagner de l'argent avec notre commanderie templière qui est hyper intéressant parce qu'en plus, vos sites patrimoniaux sont toujours exceptionnels. Mais c'est vrai, je dis ça sans ironie. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous exceptionnels, ils sont tous fantastiques et il y a des problématiques après d'emplacement, de charges de travaux à faire. Donc c'est hyper important vraiment de faire ça de façon itérative en amont. Donc faites-vous accompagner par un cabinet d'AMO, ça c'est l'idéal, mais consultez surtout, c'est souvent de façon même gratuite, et impliquer des potentiels partenaires opérateurs privés comme nous en amont. L'autre chose très importante, c'est penser rapidement l'économie de votre projet. Essayez tout de suite de voir ce qui rapporte de l'argent. Alors souvent, il y a plus de choses qui en coûtent qui en rapportent, mais raison de plus pour vraiment identifier les centres de profit. Généralement, il y a toujours des centres de profit. On a essayé de vous montrer qu'il y en avait plein chez nous. Puis comme il y a beaucoup de monde, du coup, ils rapportent plus. Ils ont beaucoup rapporté. Mais la monétisation, c'est pas un gros mot, c'est pas un vilain mot. Nous, on trouve, vous savez, ça aussi, on pourrait en parler pendant des heures. Puis vous aurez peut-être des questions, mais un grand débat, la culture gratuite. C'est très très bien. On a cette tradition et cette culture en France de la culture gratuite qui est tout à notre honneur. Mais on se rend compte que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y a des gens, le grand public, parfois ont peur des choses qui sont gratuites en pensant qu'elles ne sont pas qualitatives. Et ça, c'est pas que nous qui le faisons. Il y a même des collectivités qui ont commencé à rendre payant des choses, non seulement parce que ça leur coûte de l'argent, mais aussi parce qu'elles considèrent, ça a une valeur c'est pas une vue de l'esprit. Véritablement, j'ai des exemples très précis de concerts gratuits en Charente-Maritime dans un théâtre antique gallo-romain. C'était gratuit une première année avec quasiment la même spectacle l'année suivante. C'était 5 €, ce qui est quand même assez abordable, mais pas rien non plus l'année suivante. Et il y a eu plus de monde avec peut-être un plan de com un peu différent. Donc, n'ayez pas peur de penser monétisation. De toute façon, vous y êtes sans doute contraint. C'est ce qu'on vous demande. Et donc, identifiez vraiment les centres de profit. Et quand vous avez un projet culturel, essayez à tout prix de sauvegarder. Parce que parfois, on peut dire tiens, là, super, là, on pourrait mettre un salon de thé ou on pourrait mettre un petit centre de profit. Et faites attention à ce que ce soit bien sauvegardé dans vos projets d'aménagement. Zut, on ne peut pas le faire parce que là, en fait, on va. Voilà. Donc, pensez un peu business. Évaluer les coûts de votre projet, bien évidemment, en distinguant le CAPEX, alors, il y a un peu les gros mots, mais vous savez, le CAPEX, c'est les investissements, et l'OPEX, donc c'est l'opérationnel, l'exploitation.
Réfléchir au mode de financement, bien évidemment, ce que vous pouvez faire vous en interne. Voilà. Parfois, les opérateurs privés comme nous, on met la main à la poche, là, on a pris des risques, on a investi nous-mêmes, on a investi plus que ce qu'on nous a demandé d'ailleurs. Et puis connaître, là pareil, je pourrais en parler pendant des heures, mais connaître certaines vérités dans l'exploitation de sites culturels. Alors je vais peut-être vous dire quelques grands axiomes qui ne sont pas toujours vrais, mais premièrement, un site patrimonial culturel, ça perd de l'argent. Voilà, c'est très très rare que ça en gagne. Ce qu'on dit beaucoup, nous, dans notre secteur, c'est qu'en dessous de 100 000 visiteurs, c'est très compliqué d'être rentable. Après, tout l'intérêt, c'est en dessous. Alors, il y a plein de contre-exemples. Hein. Vous pouvez avoir des petits sites avec des produits très particuliers, des offres très particulières qui peuvent être à l'équilibre. Et puis, il y a plein de systèmes d'économie d'échelle aussi. Donc, potentiellement, on peut s'y retrouver. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de maximiser l'autofinancement. Mais bon, en tout cas, ayez conscience que c'est très compliqué de faire de la magie. Nous, opérateurs, on ne peut pas rendre rentable des sites en dessous d'un certain seuil. Et une autre chose ça, on dit assez peu souvent, parce que le coût des 100 000 visiteurs, je parle de sites de visite. Hein. Ce qui est très important aussi de savoir, c'est qu'en fait, en dessous de 100 000 visiteurs, on va dire, il y a différents niveaux de fréquentation. Et plus vous avez la fréquentation, plus vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux avoir un projet d'exploitation plutôt mesuré, avec une exploitation qui ne vous coûtera pas beaucoup d'argent, qu'un projet, on va dire, d'une taille intermédiaire où vous allez beaucoup investir et qui en gagnera en fait moins. C'est-à-dire que un site de 60 000 visiteurs ne gagne pas forcément plus d'argent qu'un site de 20 000 visiteurs. Enfin, c'est même très souvent le cas, généralement entre 30, 40, 50, 60 000. Pour atteindre des 20, 30, 40 000 visiteurs supplémentaires, ça va coûter plus d'argent que ça va en rapporter. Donc ça, c'est encore une fois du cas par cas, c'est en faisant des modèles, mais la fréquentation ne veut pas dire forcément plus de recettes. Parfois, ça passe par des coûts d'exploitation très importants. Donc c'est hyper important, comme ça, quand vous construisez vos projets, d'essayer de comprendre l'économie et de saisir les points d'équilibre financiers. Donc voilà, donc l'enseignement, la recommandation, c'est construire ou faire construire le plus rapidement possible des comptes d'exploitation prévisionnels. Faire des études de marché, des études d'étalonnage, qu'on appelle le benchmarking. Et enfin, voilà, ça c'est forcément la chose à faire à la fin, quoi. C'est trouver le bon modèle de gestion-exploitation. Nous ne sommes pas, nous, opérateurs privés, forcément le bon modèle de gestion pour tous les sites patrimoniaux, malheureusement. Parfois, c'est très très bien en régie directe. Parfois, c'est très très bien avec des SEM ou des SPL, donc où vous ouvrez un petit peu le capital et le mode de fonctionnement au secteur privé. Ça peut être aussi de travailler avec de l'associatif, qui peut être très intéressant pour des petits sites où on est après avec du bénévolat, qui heureusement que ça existe et que ça fait vivre des petits musées ou des petits sites à travers la France. Ça peut être dans le cadre d'un partenariat avec un privé, ça peut être une concession ou une délégation comme ce qu'on vous a présenté à Sedan avec des garde-fous. Ça peut être un bail. Hein, vous pouvez confier bien évidemment un lieu patrimonial avec un restaurateur, un hôtelier, et dans lequel vous avez voulu donner moins de contraintes et dans lequel il est censé s'y retrouver économiquement tout seul. Donc voilà, il y a plein de façons. Et ça, c'est en fonction donc de vos besoins, bien évidemment, de l'intérêt des partenaires potentiels et du profil de votre site culturel. Voilà. C'était passionnant. On va prendre 2-3 questions avant la pause déjeuner. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Dans le cadre de Villages d'avenir, on peut avoir aussi des grappes de communes, c'est-à-dire des communes qui se mettent ensemble autour de thématiques communes. Dans mon cas, donc moi je suis sur le département de la Haute-Vienne et j'ai une grappe interdépartementale avec la Charente, sur des communes en fait à quelques kilomètres seulement de Casino-Magus, à 5 kilomètres entre Pressignac, Videx, les Salles-la-Vauguyon. Et eux ont je voulais savoir en fait, dans le cadre de vos interventions, eux ils ont une vraie problématique aussi autour du tourisme, et on va dire il y a une partie tourisme vert, mais aussi autour par exemple de collégiales, notamment aux Salles-la-Vauguyon qui sont magnifiques et tout. Et je voulais savoir si vous pouviez répondre parfois aussi voilà, sur des thématiques un petit peu étendues à un site
qui est le cas de Casino Magus. Comment ça peut, voilà. Non, c'est une très bonne question et c'est là aussi où, donc j'espère que c'était intéressant, mais on est moins pertinent. Nous, en fait, on fonctionne beaucoup avec des sites sous douane, des sites clos. Sous douane, ça veut dire avec une frontière, avec une billetterie et payant dans laquelle voilà. Ça ne nous empêche absolument pas de travailler avec les territoires et de penser un peu de façon générale. Et puis même dans nos missions de conseil, ça nous est arrivé de travailler sur des schémas touristiques de développement. Donc voilà. Mais nous, notre cœur de métier, c'est plutôt des sites fermés, des sites clos, des sites sous douane, et moins comme ça des sites ouverts où forcément, bah oui, c'est plus compliqué parce que la monétisation est moins évidente, parce que non, après, nous Altran, sur cet exemple précis, en plus, oui, je connais très bien ce qu'on a, ça nous intéresse toujours d'être contactés et puis de donner notre avis s'il y a une question sur un projet prioritaire, un investissement à mettre sur pourquoi la restauration de la collégiale ou je ne sais pas quels sont les projets en question là, de ce groupement, de cette grappe de communes. Mais notre métier, je vois pas le contrat dans lequel on pourrait, à part une mission d'accompagnement ou de conseil, mais là on serait tout aussi pertinent qu'un cabinet de conseil comme ceux qu'on a cités ou que vous avez rencontrés pendant ces 2 jours. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Sur le territoire que j'accompagne, je travaille beaucoup sur le patrimoine et surtout ce qui est culturel. Et je voulais savoir tout simplement comment on peut procéder pour demander votre accompagnement dans un premier temps. Et deuxième chose que je voulais savoir plus précisément par rapport à un projet culturel que j'accompagne, en fait, la collectivité avait déjà sollicité un pré-diagnostic qui a un peu surdimensionné le projet. Il est très volumineux par rapport à l'échelle de la commune, de la collectivité tout simplement, donc avec un chiffrage énorme. Et ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est redimensionner ou retravailler en fait ce projet sur la base qu'on avait déjà réalisé ou qui a été réalisé avant mon arrivée en fait en tant que chef de projet Village d'Avenir. Alors comment procéder et comment aussi vous repérez l'opportunité dans un projet pour l'accompagner en termes d'animation voilà, je pense que je ne sais pas si j'étais assez claire. Quel est votre territoire, enfin, Je travaille sur la Corrèze, à Tulle. Non, bah, comment nous contacter notre site internet, par mail. Enfin, je peux donner on peut donner nos cartes de visite de toute façon qui veut à la fin de la présentation. Après, oui, là j'en sais pas beaucoup plus sur votre projet. Pareil, si c'est un projet un peu à l'échelle d'un territoire ou sur un projet, sur un monument, un site, un équipement culturel à proprement parler. Et après, sur la question du redimensionnement économique du projet, je sais pas, je voudrais voir pourquoi il a été redimensionné de façon... Non, mais et comment on fait? Non, on étudie les dossiers, on essaie de voir le territoire, on essaie de voir non, ce qui est après toujours intéressant dans tout ça, c'est d'avoir différentes hypothèses aussi, quoi. C'est une hypothèse avec un investissement assez important. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça attirera suffisamment de monde et générera suffisamment de recettes pour... rentabiliser les coûts qui ont été investis, ou est-ce qu'au contraire il faut justement, comme vous avez l'air de le dire, avoir un projet un petit peu plus mesuré, parce que ce serait une erreur d'être trop ambitieux oui, mais tout ça c'est étudier le territoire, le marché et le site en lui-même, et puis bon, et après c'est notre expérience à nous opérateurs et à d'autres cabinets de conseil qui vous diront avec aussi des exemples qui vous feront des préconisations. Engagement auprès d'une collectivité, il s'agit d'un conventionnement. En fait, si je n'ai pas très bien compris, en fait, votre accompagnement, comment il est
Non, c'est de la contractualisation généralement. Enfin, en amont, nous, on réfléchit avant toute contractualisation ou conventionnement. On peut réfléchir, on se déplace même, alors pas systématiquement, mais si on pense que c'est intéressant, on peut se déplacer pour faire d'avoir des coups de fil, des visios, voire se déplacer pour un projet qu'on juge être intéressant. Et puis au bout d'un moment, quand il faut aller, quand il y a vraiment du travail et qu'on va plus loin, ça peut être, on contractualise soit avec une mission de conseil, soit on répond à un contrat de gestion, enfin, comme une concession de service public, alors là qui passe pas par un appel d'offres, parce que c'est public, mais oui, quand c'est du conseil, ça peut être... mais j'avance, oui, c'est un contrat. Ouais. Très bien, au plaisir de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une dernière question avant le déjeuner? Ouais. Ouais, merci également pour votre intervention. Moi, j'avais une question. Du coup, on a compris que dans cette concession, tout ce qui était du gros œuvre, gros entretien, c'était à la charge du coup du concédant, et que donc vous, l'argent que vous avez investi, c'était bien pour la scénographie et tout ce qui était plutôt réaménagement intérieur. Nous, dans nos missions, on voit que parfois on peut flécher des programmes culturels où on se dit qu'on va pas avoir trop de mal à justement trouver un exploitant, mais qu'en revanche, justement, le gros œuvre et la remise à niveau des lieux sur des sites qui sont plutôt dégradés, ça peut poser problème si le propriétaire public n'a pas forcément les fonds, etc. Est-ce que justement, ça c'est les sujets auxquels vous êtes confrontés, d'avoir un concédant justement qui n'a pas forcément la capacité de remettre à niveau son patrimoine, ou justement une mission où on vous demande d'agir alors que le patrimoine est très dégradé? Oui, alors il y a plusieurs choses que je peux dire ça. Déjà, en fait, c'est faux ce que j'ai dit. En fait, on peut, à Sedan, j'ai raconté que des bêtises. Non, à Sedan, c'est pas le cas. Mais en fait, dans les 3 nouveaux sites qu'on a récupérés en Charente-Maritime l'année dernière, notamment le site gallo-romain du Fat, le département nous confie la restauration des vestiges, la construction d'une extension du musée et la valorisation d'un temple, d'un podium, d'un ancien temple gallo-romain. Donc en fait, là, la collectivité nous a concédé la maîtrise d'ouvrage. Donc en fait, c'est tout à fait possible. Et on est en direct avec la DRAC, avec qui j'étais d'ailleurs hier à La Rochelle pour présenter notre projet. C'est nous qui allons consulter des architectes du patrimoine qui seront passés par Chaillot. Donc là, on va faire notre présélection entre ACMH et architectes du patrimoine pour choisir, pour leur demander. On va faire une sorte de mini concours. On va présenter ça au département. Mais voilà, c'est nous qui allons nous en occuper. Donc en plus, c'est faux. En fait, ça peut arriver. Donc en fait, une collectivité qui voudrait également concéder la mission de restauration, conservation de la partie monument historique, c'est possible. Maintenant, quand ils n'ont pas d'argent, nous, on est une société privée, donc si on pense que ça en vaut la chandelle et qu'on trouverait une rentabilité derrière, on va pouvoir investir à leur place. Mais on n'est pas conseillé. Ça nous arrive de trouver du financement. Mais on n'est pas un cabinet de recherche de mécénat ou généralement, si on nous dit on a un projet mais on n'a pas l'argent, on peut donner notre avis, on peut avoir une mission de conseil avec eux pour leur dire voilà ce qu'on pense qu'il faudrait faire si vous pouviez faire les travaux, mais il faut qu'à un moment la collectivité ait l'argent pour faire les travaux et c'est pas notre métier, nous en tout cas, d'aller chercher cet argent. Voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question. Quand vous parliez des subventions aussi que vous étiez allé chercher pour aussi justement le réaménagement des lieux, c'était aussi vis-à-de ça, comment ça s'était passé? Est-ce que du coup c'était vous aussi qui êtes allé les chercher? Est-ce que c'est Ouais. Non, effectivement, c'est nous qui sommes allés la chercher ici. En fait, ce qui était plus facile, là aussi, ouais, c'est une bonne question, parce que si par exemple on nous dit on a 0, c'est à vous de trouver 100% de la somme pour faire votre projet, franchement, on n'ira pas. Parce qu'on n'a aucune garantie, on connaît un peu les canaux de Sedan, on a trouvé, mais comme l'a dit Melaine, on a trouvé plus que ce qui était prévu, parce qu'en fait, on avait un budget de base qui était contractuel au moment de la signature du contrat, financé en partie par la ville, avec des apports propres, et en fait,
C'est-à-dire que si on n'avait pas eu les financements, on aurait quand même fait, mais on n'aurait pas fait 1,5 million, on aurait fait 900 000. Et en fait, il se trouve qu'il y a une bonne surprise, on a réussi, on a fait un dossier, on a bossé, hein, on sait faire ce genre de choses. Mais ouais, je ne sais pas si peut-être que ça répond mieux. C'est comme beaucoup de choses, quand il y a c'est plus facile quand il y a déjà des choses qui sont garanties. Et puis il y a souvent un effet de levier aussi, vous savez, avec les subventions. C'est-à-dire que généralement, les collectivités ou les entités qui subventionnent à partir du moment où il y a déjà un financement, un autofinancement. C'est très très rare qu'on dise il y a zéro, on vous file 100 000 ou 1 million. Nous, on participe à 30% du financement. Donc si c'est 1 million, il faut qu'il y ait 700 000 et on vous file 300 000. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'État et la région à Sedan. C'est qu'en fait, on garantissait, on l'a dit, on a un projet. C'est pas exactement les bons chiffres, mais à 900 000 grosso modo. En fait, 900 000, ça fait 70% de 130. Et donc, ils ont dit, bah ok, on veut bien vous donner 300 000, mais c'est parce qu'on garantissait 900 000 en face. Ils n'auraient pas donné 300 000 si on n'avait pas 900 000. Donc, voilà. Et pour revenir sur la gestion des travaux, nous, on avait quand même une demande, une demande qui est d'ailleurs toujours d'actualité auprès de la ville, c'était de faire une sorte de grand audit du bâti. Parce que quand on est exploitant, on partage la responsabilité en cas de chute de pierre, par exemple, en cas d'accident lié à la dégradation du patrimoine. Donc, on n'est pas, même si Ronan l'a dit, on fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Orige et qui a une certaine expérience, on n'est pas capable, à vue de nez, de savoir si la pierre va tomber aujourd'hui ou dans 100 ans. Et donc, c'était nécessaire d'avoir une sorte de vraie étude. Donc, on l'a demandé à la ville et là, ça y est, c'est engagé. Et là où on peut être utile, où on peut aussi, le concédant peut servir aussi de nous pour faire du lien, c'est que nous sommes allés, on s'est rencontré avec Valère Rousseau, on a parlé avec Atout France, avec la Banque des Territoires, et avec la DRAC, etc. Et on a réussi à trouver un programme qui permet à la ville de faire une étude patrimoniale qui le coûterait normalement assez cher et d'être très largement aidé par des collectivités, par des programmes portés par Atout France, par la Banque des Territoires, etc. Et la ville n'avait pas forcément pris ces initiatives-là. Et donc, nous, on a fait un peu cette part du boulot qui, normalement, ne nous revient pas trop, mais parce que c'est important. Et finalement, ça protège aussi nos intérêts, aussi bien aux concédants qu'aux délégants qu'aux délégataires. Voilà. Merci beaucoup. On va devoir arrêter là, mais en tout cas, voilà, c'était très intéressant. Ça reboucle un petit peu avec la première intervention qu'on a eue hier sur le diagnostic patrimonial. Et on aura Charlotte Vergély, architecte du patrimoine, qui va également nous en reparler cet après-midi. Donc merci encore.